Bonjour à tous. Nous sommes au deuxième jour du Meetup GreenTech Innovation, le premier en dématérialisé. Nous ouvrons l'après-midi de ce second jour sur une table ronde innovée pour une agriculture durable. Je laisse la parole à Lila Allard qui va vous présenter les participants et animer cette table ronde. À bientôt. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous dans le cadre de ce Meetup GreenTech, donc sur la thématique innover pour une agtech durable. Avant de commencer, je voudrais remercier effectivement les trois intervenantes qui sont avec nous, donc Edida Bezekova de Alvi, Gaëlle Cherui de Agdata Hub et Cécile Bruer de Occitanum. Merci aussi au ministère de nous donner l'occasion de pouvoir échanger sur ce sujet. Petite note qu'on a une table ronde 100% féminine, donc ça montre aussi la transition de nos milieux dans ce domaine-là également. Avant de laisser peut-être nos intervenants se présenter, je vais me présenter moi rapidement. Donc je m'appelle Lila Allard, je suis ingénieure d'agronome de formation, donc plutôt spécialisée dans tous ces domaines agtech. Et aujourd'hui, je suis donc directrice de l'incubateur Agrotech d'Eura Technologies. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Eura Technologies, c'est dans le nord de la France et Agrotech plus spécifiquement à Willems, donc pas très loin de Lille. J'ai toujours été passionnée d'agriculture et c'est pour ça que j'ai fait notamment mes études dedans. Et à l'époque, petite chose intéressante, on appelait ça le smart farming et pas encore l'agtech. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant d'introduire un peu cette table ronde là-dessus sur cette notion d'agriculture intelligente. Je trouve que c'est un mot plutôt intéressant aussi pour parler de l'agtech. Comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces technologies pour rendre l'agriculture plus performante et comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à valoriser de manière efficace, en tout cas, le travail des agriculteurs et toutes ces technologies, parce que ça passe par tout un tas d'innovations qu'on va pouvoir voir avec notamment vos différents métiers, que ce soit l'analyse de données, l'imagerie satellite, les objets connectés et plein d'autres innovations, en tout cas, qui vont venir aider cette agriculture dans cette transition. Donc, le lien aujourd'hui avec la Green Tech, il est quand même énorme, puisque si on prend la définition même de Green Tech, c'est vraiment toutes les nouvelles technologies de protection de l'environnement. Et l'agriculture, c'est vraiment un pilier majeur de notre environnement, parce qu'on sait que notre planète subit des stress, subit des changements, etc. Et on a besoin de passer par l'agriculture, en tout cas, pour continuer à cette transition globale. Je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser peut-être Edita, est-ce que tu veux te présenter en premier, nous expliquer rapidement qui tu es et ce que fait Alvi? Super, donc merci pour la parole Lila. Donc d'abord, merci pour l'invitation aussi, c'est super d'être là. Comme tu as dit, je m'appelle Edita Bezekova, je suis d'origine tchèque, si vous réfléchissez sur l'accent. Je suis une maman et surtout, ce qui est important pour cette table ronde, je suis une CEO et cofondatrice de Alvi. Alvi est une start-up agtech qui existe un peu plus que 2 ans aujourd'hui. Alvi se spécialise sur la protection durable des plantes, sur l'optimisation des pesticides. Aujourd'hui, on fournit une solution qui s'appelle IGO, une solution brevetée. On dit que c'est un assistant de pulvérisation intelligent qui aide les agriculteurs à la fois optimiser le traitement, donc les produits phyto et le biocontrôle plus efficace, optimiser la dose des phyto et aussi automatiser la traçabilité des traitements avec des phytos qui deviennent plus en plus, on peut dire, pénibles pour les agris aujourd'hui. IGO est utilisé par presque 300 agriculteurs autour de la France et on continue sur son déploiement. La vision d'Alvi, c'est une transition. Comme tu as mentionné là, on voit une transition de l'agriculture qui est industrielle vers des nouveaux modèles d'agricole comme agriculture raisonnée ou bio. Et chez Alvi, on voit au cours de cette transition l'agriculteur. Donc, on voit que c'est l'agriculteur qui va vraiment faciliter cette transition. Et c'est pourquoi chez Alvi, on propose des solutions qui sont vraiment focalisées sur les agris et qui réagissent bien sur leurs besoins. Notre motto, c'est de mettre la complexité devant. Donc, la data science et science agronomique qui est devant notre produit, ça marche à côté des agris. On ne fournit que, on peut dire, des conseils qui sont simples, qui sont actionnables et qui les aident dans leur vie quotidienne. Et pour finir, je vais vous dire quelques chiffres sur Alvi. Donc, 300, nombre des utilisateurs, comme j'ai déjà mentionné. On collabore avec 12 coopératifs et négoces aujourd'hui qui nous aident avec des tests agronomiques et la commercialisation des IGO. On possède un brevet international sur notre solution
On a 10 partenariats stratégiques avec autres startups comme Vinat, avec des groupes phyto comme Certis, ou avec des instituts de recherche et développement comme Arvalis ou la Chambre d'agriculture de la Somme ou Île-de-France. Et on a passé 2 ans de recherche et développement pour arriver où nous sommes. Et on a 12 collaborateurs aujourd'hui. On est très fiers de notre équipe qui travaille sur Alvi et sur le développement d'Ingo. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Edita, pour cette présentation de Alvi. Peut-être pour enchaîner encore sur une autre entreprise, on peut passer à Gaëlle qui nous présenterait AgData Hub. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gaëlle Chervi-Potio, directrice conseil chez AgData Hub. Donc, moi aussi, je suis ingénieure agro et j'ai fait toute ma première partie de vie professionnelle sur la standardisation des données agricoles, sur les problématiques d'interopérabilité des données agricoles. Et c'est tout naturellement que j'ai rejoint AgData Hub en mars 2021 pour travailler sur l'accompagnement des filières agricoles dans la mise en œuvre et le déploiement de cas d'usage métier pour valoriser ces données agricoles. Donc AgData Hub, c'est une société qui est récente, mais qui a une histoire assez ancienne, qui a été, qui est l'émanation en fait, qui est la suite d'un projet de recherche en fait, d'un projet de recherche agricole qui a débuté créé par les instituts de recherche en 2014 et qui avait pour objet de mettre en place une plateforme d'échange de données des projets de recherche en open data qui s'appelait API Agro, qui est toujours le nom de notre solution. Et de fil en aiguille, le monde agricole s'est approprié l'idée de gérer une plateforme de données agricoles et a créé donc la société AgData Hub, qui opère aujourd'hui donc des plateformes d'échange de données et de consentement pour les acteurs agricoles. On a 2 actionnaires principaux, une holding agricole qui a conservé le nom historique API Agro, qui est constitué de 30 partenaires économiques de l'agriculteur, hein, les organisations professionnelles agricoles, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, le GVES pour la partie publique et les opérateurs privés dans lesquels on retrouve les coopératives d'insémination, les éditeurs de logiciels spécialisés soit en grande culture, soit en élevage, comme Isagri, SMAG ou France Informatique Élevage, les ARSOE. Et donc voilà, et donc un deuxième actionnaire qui soutient l'activité, qui est la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations, pour soutenir l'association. Et notre objectif, c'est d'être l'orchestrateur en fait du partage de données dans le secteur agricole, c'est-à-dire de mettre en relation des producteurs de données et des utilisateurs de données, l'utilisation des données pouvant être l'alimenter des outils d'aide à la décision, des logiciels, des observatoires, tout ça pour valoriser et mutualiser l'infrastructure technologique et permettre une meilleure circulation des données pour une meilleure valorisation. Donc, on a un savoir-faire, on est 8 aujourd'hui, avec un savoir-faire essentiellement agricole et on s'appuie sur des partenaires technologiques, donc Orange Business Services pour l'identité digitale de l'exploitation agricole, le consentement et le gestionnaire de consentement. J'y reviendrai plus tard sur ces histoires de consentement. Et DAWEX pour la plateforme d'échange de données. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation, Gaëlle. On voit déjà que toutes les deux, en tout cas dans vos cœurs de métier, vous avez à cœur de prendre les agriculteurs à la base et qui sont vraiment au cœur de votre réflexion et du projet, en tout cas d'entreprise, du départ jusqu'à aujourd'hui. Cécile, est-ce que tu veux nous présenter peut-être Occitanum? Qu'est-ce que c'est Occitanum? Comment tu pourrais nous décrire? Oui, donc Cécile Breuer, je suis la chef de projet d'Occitanum. Moi aussi, je suis ingénieure agri à la base. Et j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai travaillé dans différentes structures en ayant toujours à l'interface d'un écosystème partenarial assez diversifié. Donc aujourd'hui, autour d'Occitanum, qui est un projet lauréat de l'appel à projet territoire d'innovation et qui réunit 46 partenaires fondateurs, je me retrouve dans une situation qui me plaît bien. Donc Occitanum, c'est le Living Lab agroécologie numérique en Occitanie.
Donc, c'est un projet qui a la chance de se dérouler sur 8 ans. Donc, c'est un temps long qui va permettre d'innover à plusieurs échelles et qui est structuré à 2 échelles. Donc, une première échelle qui est l'échelle des Open Labs, qui sont des écosystèmes territorialisés dans lesquels on mobilise des différents partenaires pour co-innover, et une échelle plus centrale pour le projet qui s'appelle le CORE et qui est un outil centre de ressources d'appui aux Open Labs territorialisés. Donc, on a aussi en quelques chiffres, comme Edita, 8 ans pour co-innover ensemble, 46 partenaires fondateurs du projet, dont Agdata Hub. Et puis, 7 Open Labs territorialisés qui s'appuient sur les grandes filières d'Occitanie, l'élevage, le maraîchage, la viticulture, les grandes cultures, l'alimentation de proximité, l'apiculture. Et je pense que j'ai tout dit. Super, merci beaucoup pour la présentation. Donc, on voit qu'on a 3 acteurs différents qui, au final, sont tous interliés. On a vraiment cette notion aussi d'écosystème. On a beaucoup parlé des agriculteurs, toutes les 3, en tout cas, dans chacun de vos projets, vous les avez vraiment mis au cœur de vos pratiques. Et puis, on sait que ils sont la clé, en fait, de cette agriculture durable. Si on veut avoir cette transition agricole, il faut savoir s'appuyer sur eux et répondre à leurs vrais besoins au quotidien. À Occitanum, notamment, vous vous caractérisez en tout cas par un Living Lab qui met le numérique au service de la transition écologique. Quels sont vos liens que vous pouvez tisser en tout cas avec les agriculteurs du territoire? Comment vous mettez ça en place concrètement et qu'est-ce que ça peut apporter? Comme la place des agriculteurs dans le dispositif Living Lab d'Occitanum, comme on l'a dit, c'est au centre du dispositif. Et l'idée du Living Lab, c'est ce qui fonde un peu notre travail, c'est l'innovation ouverte. Et quand on dit innovation ouverte, ce que nous défendons, c'est de placer les agriculteurs au centre du processus d'innovation. Pas que ce qu'on conçoit soit destiné seulement aux agriculteurs, mais qu'il soit aussi inventé avec eux. Et que leur place dans le processus d'innovation soit reconnue, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'expertise qu'ils apportent au processus innovant soit valorisée par l'ensemble des acteurs impliqués. Ainsi, dans les Open Labs, les fameux écosystèmes territorialisés, comment on fait pour mobiliser ces agriculteurs? Donc, les animateurs de ces Open Labs réunissent les agriculteurs pour faire émerger leurs besoins en lien avec la transition agroécologique. Et c'est à partir de ces besoins que sont construits les projets innovants. Et ces projets innovants impliquent des entreprises du numérique. Et pour challenger les différentes entreprises du numérique qui apportent des solutions, on met en place des appels à manifestation d'intérêt. Donc, on est vraiment dans une approche pas par la techno, mais par les besoins des agriculteurs au service de la transition agroécologique. Hyper intéressant, effectivement. Je fais un peu le pont parce que du coup, l'Occitanie et les Hauts-de-France, où moi j'ai plus l'habitude, on est un petit peu à l'opposé. Mais je vois que nous, en tout cas, à Euratech et notamment la MEL, en tout cas, qui est un de nos grands collaborateurs, lance aussi souvent ces appels à manifestation d'intérêt. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps sur de la fourche à la fourchette, justement. Et ce qui permet effectivement de faire ressortir les vrais besoins, les vraies problématiques et les vraies idées d'innovation qui viennent souvent des agriculteurs. Agdata Hub, notamment vous, ça vient en grande partie, le fondement en tout cas, les bases de votre projet est venu en tout cas d'un groupe d'agriculteurs. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous dans cette notion aussi de durabilité que ça vienne de eux, le cœur du projet? Eh ben, en fait, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que toute l'information qui touche l'exploitation agricole est très hétérogène et très dispersée au niveau de tous ses partenaires économiques. Il y a beaucoup de données collectées, énormément de données brutes collectées au niveau d'une exploitation agricole, mais qu'il n'y a quasiment aucun stockage de ces données sur l'exploitation agricole, puisque chaque partenaire, chaque éditeur de logiciel, chaque outil connecté, capteur connecté, capte l'information et la garde, la collecte pour le compte de l'agriculteur, mais les données sont quand même dispersées chez des acteurs différents. Et c'est ce qui rend difficile en fait le traitement de ces données quand on n'a pas mutualisé les étapes de collecte, le traitement,
les notions de consentement à l'usage de données et d'échange, de partage de ces informations pour favoriser, alimenter des outils digitaux. Et en France, le constat, c'est qu'il s'agit en fait, le périmètre d'interconnexion, c'est 450 000 exploitations agricoles et 85 000 partenaires amont et aval qui échangent des informations quotidiennement. Et c'est vraiment un enjeu majeur et qui fait partie en fait de la construction de l'ADN, je dirais, de la société avec DataHub, c'est de faciliter cette interconnexion en mutualisant des outils, une infrastructure technologique et souveraine. C'est important aussi, la souveraineté, pour pouvoir doter les filières agricoles françaises d'outils qui permettent de gérer, d'une part, l'identité digitale des exploitations agricoles via des technologies blockchain, et de pouvoir également gérer l'usage de ces données collectées avec la gestion du consentement à l'usage. Donc le consentement à l'usage, c'est quoi? Et pour nous, c'est la première brique de confiance pour que chaque acteur, notamment l'agriculteur, puisque c'est lui le premier élément, puisse décider avec qui il souhaite échanger, partager les informations afin de pouvoir sécuriser l'usage et le stockage et le traitement ensuite, au fil de l'eau de ces informations, et surtout le service rendu au final à l'agriculteur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fuite, une non-maîtrise en tout cas des données par l'agriculteur et une fuite en fait de ces informations qui pourraient donner lieu à des services rendus à l'agriculteur, voire de la création de valeur qui pourrait revenir à l'agriculteur. Et c'est ce qu'on fait dans les cas d'usage métier qu'on développe pour les filières agricoles, c'est d'essayer de mettre tous les acteurs, de décloisonner un petit peu l'échange de données et de mettre autour de la table tous les acteurs d'une filière pour faire une cartographie des flux d'informations et de voir qu'est-ce qu'on peut standardiser et à quel moment on crée de la valeur avec l'information qu'on apporte, que ce soit en traçabilité, la traçabilité alimentaire, qu'est-ce qu'on apporte comme information de bonnes pratiques aux consommateurs. Ça peut générer aussi de la réassurance entre acteurs, de travailler ensemble sur l'échange, la transparence en fait des pratiques au sein d'une filière et montrer la durabilité en fait des pratiques agricoles. Qu'est-ce que je fais de bien pour répondre à l'enjeu sociétal, environnemental plutôt, auquel je fais face. Ok, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et je pense que cette notion de durabilité aussi, la technologie vient nous aider de par l'utilisation et qu'est-ce qu'on fait vraiment de ces données qui sont récupérées, l'optimisation. Edita, en quoi votre solution, elle permet cette durabilité aussi environnementale? Donc, tu nous as parlé d'optimisation des intrants. Comment est-ce que tu aides justement ces agriculteurs à rendre leur agriculture plus durable, en tout cas dans le temps, sur ces piliers effectivement économiques, sociétaux, mais aussi et surtout environnementaux? Donc, comme j'ai évoqué au début, on est vraiment là pour accompagner des agriculteurs et notre métier, c'est la protection des plantes. Donc, on sait aujourd'hui que des produits pour la protection des plantes sont indispensables pour l'agriculture, pour nourrir la planète, mais il y a des externalités négatives qui sont liées à l'utilisation des produits phyto. On a vu dans les années dernières qu'on avait cette approche, l'agriculture doit nourrir, doit être très performant. On avait cette approche qui est un peu industrielle, donc ça veut dire qu'on utilise des doses de phyto qui sont toujours, on met un peu plus qu'un peu moins pour assurer que le produit va marcher très bien, pour assurer des rendements, etc. Et on voit aujourd'hui que la rôle d'agriculture change. On a aussi besoin de voir comment on peut diminuer l'impact des produits phyto sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé, pas aussi des grands publics, mais aussi des agriculteurs. Donc, c'est pourquoi on a développé IGO. IGO est venu vraiment d'une idée d'un agriculteur qui nous a dit « Moi, je veux optimiser des phytos à l'intérieur des champs selon les conditions, mais je n'ai pas des outils pour le faire. » Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est qu'à la fois, IGO aide les agriculteurs
à mieux appliquer des produits qu'il a déjà. Donc, assurer que telle dose de produits, telle mixture sur cette parcelle particulière va bien marcher. Et aussi, si on est dans les bonnes conditions, on sait qu'on peut diminuer la dose parce qu'on maximise l'efficacité agronomique des produits qui est utilisé et aussi on diminue des pertes physiques. On aussi travaille sur le sujet du biocontrôle. Donc, on sait que les biocontrôles sont beaucoup plus délicats à appliquer que des produits phytosanitaires conventionnels. Et on sait que les conditions d'application jouent un rôle clé dans l'application d'une bonne application du biocontrôle. Donc, chez Alvi, on aussi travaille beaucoup sur la partie R&D. Par exemple, on collabore sur ce sujet avec Certis sur le biocontrôle sur les grandes cultures, sur comment on peut améliorer l'efficacité des biocontrôles et donc le rendre plus utilisé dans des grandes cultures. Qu'est-ce qu'on fait chez Alvi comme une approche? C'est un peu ce qui était déjà dit par Gaël et Cécile. On réagit sur l'agriculteur et on propose un outil qui est simple à utiliser dans la vie quotidienne. Donc, ça veut dire qu'on un peu soulève le poids de ces transitions écologiques des épaules des agriculteurs qui sont beaucoup vus aujourd'hui comme des pollueurs, etc. par le grand public. Et on les aide, comme Gaël a dit, valoriser des pratiques durables, de montrer qu'ils sont des experts, qui traitent bien, qui utilisent les produits phyto de manière la plus efficace possible et profiter un peu de cette transition écologique. On leur donne les outils pour faire ça de manière qui est simple, qui est fluide et qui n'ajoute pas des complexités. Donc, c'est la solution devant les données ou la technologie. Super, merci beaucoup Tita. Effectivement, je pense que ça rejoint donc ce côté, effectivement, protection de l'environnement par cette réduction, par cette optimisation des intrants, des produits phytosanitaires qui peuvent arriver. Et aussi, en fait, cette durabilité, elle vient de peut-être la facilité d'utilisation de cet outil, parce que pour qu'un outil soit aussi durable dans le temps, il faut que les agriculteurs aient cette facilité et qu'ils puissent l'utiliser assez rapidement, efficacement et qu'ils continuent à l'utiliser au fil des années. Pour revenir aussi sur cette... Pardon, j'avais, pour aller un peu plus loin sur si tu me permets, Lila, sur la durabilité, ça répond à la question qui est posée dans le chat. Enfin, ça répond, ça a l'ambition de contribuer à donner une réponse. On a parlé de durabilité autour de la solution développée par Alvi, qui est autour de appliquer la juste dose avec une solution qui inclut du numérique. Mais la transition agroécologique, elle a aussi d'autres formes d'utilisation, d'autres pratiques qui peuvent aussi mobiliser le numérique. Donc, la réduction des intrants, c'est un premier niveau de transition agroécologique. Après, il y a un autre niveau de transition agroécologique qui peut aussi mobiliser du numérique, qui est la substitution des pratiques, c'est-à-dire passer de pratiques qui mobilisent des substances à des pratiques mécaniques. Et donc là, il y a du numérique si on utilise des robots pour aller vers une autre forme d'agriculture plus durable. Et après, il y a une troisième forme, et là où il y a besoin d'innovation, besoin de recherche et besoin de co-conception, qui est la reconception des systèmes agricoles, avec des systèmes où il y a des rotations qui sont plus longues et des plantes qui se complètent au fil des cycles de production. Et là aussi, des solutions ou des apports comme ceux que peuvent faire AgData Hub en facilitant l'échange de données peut être aussi des aspects pour aller vers ces solutions mobilisant du numérique au service de la transition agroécologique. Merci pour la précision. Donc, effectivement, ce n'est pas juste des outils peut-être connectés sur le terrain de réduction, mais c'est aussi utiliser des données pour faciliter des nouveaux modèles et pouvoir en tout cas mieux gérer, innover de cet aspect-là aussi. Quand on parle de données, il y a aussi ce terme de durabilité, c'est aussi durer dans le temps. C'est comment on transmet les données. Aujourd'hui, on arrive dans un milieu agricole où quasiment un tiers des agriculteurs vont bientôt partir à la retraite. Il y a des exploitations qui commencent du coup à adapter peut-être ces nouvelles technologies, qui commencent à adapter ces modèles. Est-ce que c'est quelque chose d'important à votre sens, cette idée de transmission? Comment est-ce qu'on transmet d'un agriculteur à l'autre, sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi cette notion des exploitations qui ont tendance à être toujours aussi plus grandes. Comment est-ce que vous le voyez, vous, au quotidien? Peut-être Gaël, à AgData Hub, est-ce que c'est une notion qui est importante en lien avec cette durabilité? Oui, alors c'est vrai qu'il va y avoir un renouvellement de génération, puisque
il y a environ un tiers, donc entre 100 000 et 150 000 exploitations agricoles qui vont devoir trouver repreneurs dans les 5 à 10 ans qui arrivent, donc c'est quand même dans un terme assez court, et que il va falloir, pour ces repreneurs, s'adapter aussi justement à la transition, aux nouveaux modes de production qui répondent aux attentes sociétales, environnementales. Et pour ce faire, il y a un vrai enjeu de récupérer l'historique de l'exploitation agricole. Alors, on n'est même pas sur les données numériques, mais c'est de pouvoir permettre aux repreneurs d'exploitation agricole d'avoir le choix de changer d'éditeur de logiciel, d'avoir un historique complet de ce qui s'est passé sur ces sols dans les 10 dernières années, voire plus, puisque c'est ça qui permet après de construire des nouveaux modèles à partir de données historiques. Et il y a un vrai enjeu d'interopérabilité des données aujourd'hui, numériques, et pour pouvoir faire en sorte que cette transition de génération puisse se faire dans les meilleures conditions. En effet, je rebondis aussi sur ça. Peut-être, Cécile, tu pourras appuyer sur cette transmission des données, et pas forcément que numérique. C'est aussi intéressant de savoir effectivement qu'est-ce qu'il y a eu sur le sol. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture, il y a une part, voilà, on est dépendant de la météo, on est dépendant parfois de facteurs qui sont même peut-être de la part enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans le sol, de la part des nutriments, etc. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le fait qu'on aura tel ou tel rendement, mais le fait de récolter aussi toutes ces données, et au plus on optimise sur des données qu'on pourrait avoir sur d'autres territoires, peut-être sur toute la France, on arrive à avoir aussi des évolutions de modèles, parfois qui peuvent pas forcément prédire l'avenir, je pense, mais aussi aiguiller en disant, bah voilà, en fonction de ton sol, en fonction des conditions climatiques, peut-être qu'il faudrait mieux adapter comme ça ta conduite d'exploitation. Cécile, toi qui accompagnes aussi plein de formes de filières différentes, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves? Est-ce que c'est des données sur lesquelles c'est possible de s'appuyer pour justement essayer de trouver des solutions, en tout cas, qui pourront aider dans cette durabilité? Avant de parler de l'aspect multifilière, juste revenir sur la notion de transmission en répondant à côté de la transmission des exploitations agricoles, mais qui est déjà la transmission des nouvelles pratiques. Nous, dans Occitanium, on se rend compte que c'est un vrai enjeu. C'est qu'il s'agit de dépasser le cadre des technophiles, des early adopters, pour essayer de passer à l'échelle. Parce que l'enjeu, c'est déjà aussi la transmission de ces nouvelles pratiques, de forme d'une agriculture plus durable à un plus grand nombre d'agriculteurs, de façon à ce que ça ait un vrai impact sur le territoire. Donc, il y a déjà ce premier travail-là, et on commence juste à s'y atteler, voir comment on fait pour que ça devienne monnaie courante et pratique courante, les pratiques agroécologiques. Ensuite, Occitanium est organisé. Voilà, l'idée, c'est que l'utilisation du numérique au service de la transition agroécologique, ça ne concerne pas que la viticulture ou les grandes cultures. Ça peut concerner toutes les filières agricoles. Moi, hier, j'étais au Green Up Meeting à Paris. Il y avait notamment Neopharm qui propose des solutions technologiques pour du maraîchage, par exemple. Et donc, ça concerne aussi les activités d'élevage. Gaëlle l'a évoqué, et avec des problématiques différentes. Quand on est dans des filières comme la viticulture ou les grandes cultures, il y a des produits sur étagère qui ont été développés parce qu'il y a une surface de marché qui est suffisante pour développer ce type de solution. Pour des plus petites filières comme l'apiculture ou le maraîchage, pas le maraîchage, l'élevage, il s'agit plus de réinventer à partir de briques technologiques qui existent déjà dans d'autres filières. Et j'avais oublié de parler de l'arboriculture, qui est aussi un secteur en jeu, notamment en termes de robotique et d'optimisation de la gestion de l'eau et des intrants aussi, où il y a des choses très fortes. Donc, voilà, donc ça s'adresse à toutes les filières, mais avec des approches qui sont différentes selon le développement du marché qui existe. Merci beaucoup pour la pour la très intéressante précision, en tout cas, sur cette notion de transmission, et
et des différentes filières. Edita, toi, sur cette notion de transmission, quel est ton point de vue, en tout cas, en tant que fondatrice d'une startup? Aujourd'hui, vous avez un produit phare. Est-ce que vous comptez avoir différents produits? Comment est-ce que vous utilisez ces données derrière, en dehors du juste le cadre peut-être de juste une exploitation? Comment vous construisez ça? Donc, la première partie des questions, c'était sur cette transition de ferme, des reprises. Ouais, si j'ai bien compris. Oui. Là, ouais, ok. Ouais, donc, nous, chez Alvi, on voit que c'est un problème qui va arriver dans quelques années. Qu'il y a plus en plus des agriculteurs qui vont à la retraite. Il y a pas beaucoup d'intérêt pour reprendre beaucoup de fermes. Et de notre perspective, qui est un peu le rôle des startups et des actifs aujourd'hui, c'est de rendre le métier, on peut dire attractif again, de apporter à la fois des outils pour être sûr qu'on peut bien traiter, on peut avoir une production qui est bien valorisée, parce que si on ne peut pas être sûr qu'on peut bien vendre des produits qui sont bien payés, etc., c'est pas trop attractif pour les nouveaux arrivants de venir, et aussi d'apporter plus de fierté à la métier. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on voit avec beaucoup de nos clients qui sont un peu bombardés, ok, on est des pollueurs, etc., mais c'est des agriculteurs qui vraiment essaient de faire le mieux possible, mais c'est pas facile aujourd'hui. On voit des projets, par exemple, comme Hectare, qui essaient un peu d'apporter plus d'intérêt dans cette nouvelle pratique agricole, des outils durables, etc. Donc, nous, comme Alvi, on soutient ces projets, on est proche de ce nouveau projet qui va arriver. Et comme je disais, le clé, c'est que les outils sont interopérables. Donc, ça veut dire que quand on a des OAD, quand on a des outils de gestion des parcelles, etc., que l'agriculteur peut avoir un service qui aide, qui les aide dans la pratique quotidienne et fournir des services devant la technologie. Donc, ça veut dire vraiment faciliter l'utilisation des technologies pour que ça devienne des outils, des valorisations et aussi des profitabilités des exploitations agricoles, parce que c'est quelque chose qui va finalement assurer que toutes les fermes seront reprises, et seront reprises aussi grâce aux nouveaux agriculteurs qui ont cette approche durable et un peu plus technologique. Super, et du coup, j'enchaîne du coup sur la deuxième question que Cécile a pu déjà aussi enclencher sur cette notion de filière. Aujourd'hui, on a différents modèles d'agriculture. Alors, ça va plus loin que juste l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle. On a différentes filières aussi, que ce soit l'élevage, l'arboriculture, comme on a pu l'évoquer, la polyculture élevage, que ce soit voilà, les grandes cultures. Ici, dans le Nord, on a beaucoup de betteraves, de pommes de terre, mais on a déjà aussi une diversité dans les territoires. Gaëlle, à Agdata, comment est-ce que comment est-ce que vous faites pour combiner en tout cas toutes ces différentes filières? Est-ce que vous attaquez à toutes les filières? Est-ce qu'il y a des données dans toutes les filières? Est-ce que c'est intéressant en tout cas de les récupérer un petit peu partout? Alors aujourd'hui, on travaille avec l'association Numagri sur des projets d'accompagnement filière. Donc on travaille directement avec l'ensemble des filières qui apportent des cas d'usage métier. On peut parler par exemple de l'interprofession laitière qui a lancé un travail sur la standardisation des données d'alimentation animale pour le troupeau bovin laitier, ou comment optimiser l'utilisation, les données existantes, dématérialisées ou non, pour faciliter d'une part pour limiter la charge administrative de l'éleveur, et puis optimiser ces données qui sont très réglementées et réglementaires pour pouvoir éventuellement les croiser, les dématérialiser, les standardiser, pour pouvoir ensuite les croiser et alimenter des usages actuels ou nouveaux. Qu'on peut imaginer des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir estimer la qualité du lait liée à un temps de pâturage, ou être sûr que la vache, quand on la met au pré, elle a bien consommé de l'herbe et qu'elle n'a pas attendu
la fin de la journée pour aller manger son granulé à l'étable. Voilà, des choses comme ça pour aller plus loin dans des pratiques vertueuses pour des cas d'usage concrets et métiers. C'est aussi un cas d'usage qu'on développe avec la filière soja pour le soja français dans l'alimentation animale et l'alimentation humaine, pour mettre en avant les bonnes pratiques d'agriculture durable, de traçabilité. On est un peu dans un nouveau modèle de gestion de la preuve, c'est-à-dire prouver aux acteurs de l'aval et aux consommateurs d'apporter la preuve que les bonnes pratiques, que le soja qui rentre dans la composition de mon yaourt est bien un soja produit en France non OGM. Super, et je rebondis du coup sur cette notion de preuve. Effectivement, je pense que les données, c'est quelque chose d'essentiel dans cette transition durable, parce que ça peut amener effectivement la preuve que voilà, on a un impact, telle pratique peut avoir tel impact sur tel phénomène, sur la production, la qualité des sols, la qualité des eaux, etc. Cécile, à Occitanum, donc vous êtes vraiment dans cette transition agroécologique. Est-ce que vous utilisez effectivement aussi ces données en termes de preuves pour justement venir appuyer l'efficacité de certaines pratiques? En fait, l'évaluation des technologies numériques et de leur impact sur la transition agroécologique, c'est un des volets importants du projet Occitanum. Et donc, c'est un volet qui est porté par INRAE. Et l'idée, c'est mais c'est encore un travail en chantier, hein, c'est de construire des protocoles qui mobilisent, enfin, qui permettent d'évaluer les technologies numériques utilisées par les agriculteurs sur différents axes. L'axe économique, l'axe social et l'axe environnemental. Et quand on dit l'axe environnemental, c'est y compris à partir de l'analyse du cycle de vie de la technologie. Donc, et quand je parlais tout à l'heure du changement d'échelle et du passage de la mobilisation de plus d'utilisateurs par ces technologies, c'est aussi ça l'enjeu de l'évaluation des technologies. Donc, pouvoir pas seulement permettre aux constructeurs d'avoir un label bonne technologie, mais aussi aux agriculteurs technologie impactante positivement sur vos pratiques. Voilà. Et ça, c'est en développement pour l'instant au sein d'Occitanum. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une notion qui a été un peu abordée transversalement dans toutes vos réponses, c'est cette notion de souveraineté aussi des données. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais il y a aussi cette notion de souveraineté technologique. Et les deux sont fortement liés. Pour la partie souveraineté alimentaire, en tout cas en France, je pense qu'on n'est pas en reste. On a une des premières agricultures d'Europe. On est même la première en termes de production, même devant l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Et quel est en tout cas pour vous votre rapport par rapport à cette souveraineté technologique? En concevant votre solution, vous avez eu besoin d'avoir accès à un certain nombre de données aussi pour prouver et éprouver votre technologie. Quel est ton rapport, toi, à cette souveraineté aussi et à l'utilisation des données, notamment en France et en Europe? Donc, je vais peut-être élaborer un peu sur ce que tu as dit au début sur la souveraineté alimentaire, parce que pour nous, c'est un sujet qui est important à rappeler dans la production agricole, parce que il y a beaucoup de discussions autour de l'agriculture biologique, intensité des exploitations agricoles, etc. On doit comprendre que de produire la nourriture, c'est le premier objectif de l'agriculture, et toutes les nouvelles approches qui peuvent arriver, par exemple comme l'agriculture bio, c'est pas toujours la solution pour assurer que tout le monde est nourri et qu'on a des exploitations qui sont viables. C'est pourquoi on travaille à la fois sur la partie qui est agriculture conventionnelle, mais aussi l'agriculture biologique. Pour la souveraineté des données, c'est un sujet assez intéressant. Je pense qu'en France, c'est parmi des pays en Europe où la donnée, où le partage des données en grand public, c'est le plus transparent et le plus efficace. La réglementation en France vraiment soutiennent un partage des données publiques et leurs utilisations pour tous les acteurs AgTech. Donc, le sujet des open data, on est un peu le plus avancé d'Europe, on peut dire, ensemble avec le Pays-Bas et avec la Royaume-Uni.
Donc, c'est un des, on peut dire, des avantages qu'il faut utiliser par des startups en France. On a aussi beaucoup de réglementations qui nous poussent les agriculteurs à, on peut dire, qui sont le plus contraignants au niveau de l'agriculture. On peut dire qu'on peut voir cette réglementation comme une opportunité contraint d'agriculture durable, mais en même temps, une opportunité des données. Moi, je pense que la France, avec cette infrastructure technologique, donc ouverture par les réseaux de télécommunications, beaucoup de open data, etc., a vraiment une opportunité de devenir un peu des laboratoires de l'agriculture des futurs, avec des approches durables. Et c'est à la fois grâce à data, mais aussi, on peut dire, cette pousse qui peut être contraignant pour les agriculteurs, mais que nous, chez Alvi, on voit comme une opportunité, parce que, par exemple, OK, on voit que les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits qui sont issus de l'agriculture agroécologique, etc. Donc, nous, chez Alvi, on est très contente de lancer nos activités en France parce qu'on a tout qu'on a besoin. Et après, on sait que des produits qui se prouvent valables et qui fonctionnent bien sur le marché français peut être après exportés dans les autres marchés européens et mondiaux. Aussi voir la progression des partages des données et des open data qu'on voit en France, qui va arriver dans les autres marchés, mais ça va prendre un peu de temps. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être, Gaëlle, tu vas intervenir aussi sur ce sujet de souveraineté à l'échelle de la France, peut-être à l'échelle européenne. Quel est le rapport entre, en tout cas, cette souveraineté aussi alimentaire, cette souveraineté numérique, et en tout cas, vous, vos activités de transition numérique de l'agriculture? Alors, effectivement, avec l'agriculture numérique, on est à la fois sur des enjeux stratégiques de souveraineté alimentaire et de souveraineté numérique. Les enjeux sont croisés. On a des exploitations agricoles de plus en plus connectées qui collectent de plus en plus et qui sont de plus en plus équipées d'outils numériques. On sent bien, enfin on voit bien que la valeur et l'usage des données agricoles utilisées et réutilisées sont essentiels. Il y a une vraie valeur et de valorisation autour de ces données agricoles, mais on a aussi dans le secteur agricole des tailles d'entreprises très différentes et une asymétrie de connaissances parfois considérable entre les acteurs dans un secteur où se côtoient des multinationales et des entreprises unipersonnelles. Donc, les agriculteurs ont certes une absence de maîtrise, de contrôle sur leurs données aujourd'hui, et on travaille aussi, et nous, chez AgDataHub, nous pensons que la réglementation européenne à venir, le Data Governance Act de la Commission européenne à venir, va pouvoir permettre de garantir une meilleure répartition, une plus juste répartition de valeur entre les entreprises, les consommateurs, les organismes publics, les agriculteurs, et être en capacité d'adresser les problématiques spécifiques liées à la circulation des données et à la valorisation des données du secteur agricole, en faisant rentrer dans le cadre réglementaire le consentement à l'usage, à la collecte et à l'usage des données, à la portabilité des données et l'interopérabilité des systèmes d'échange de données et des standards. Donc l'idée, à l'image des Data Hub évoqués hier à la conférence Meetup, en fait, il y a quand même des initiatives européennes, notamment le projet Gaia-X, qui est en construction autour des data space européens et du cadre réglementaire associé sur la circulation des données numériques. Pour que voilà, il y ait un cadre réglementaire qui permette à tout type d'entreprise de pouvoir échanger avec les mêmes armes. Super. Je pense qu'on voit qu'en effet, cette notion de durabilité, en fait, elle est complexe. C'est pas uniquement une durabilité économique. C'est vraiment tous ces enjeux de voilà, comment est-ce qu'on produit de la meilleure manière, avec le respect des agriculteurs, de leur travail, tout en étendant cette gestion des données, etc. Donc, c'est une notion assez complexe. Et on voit que la technologie, en tout cas, j'ai l'impression, appuie en tout cas cette transition. Cécile, en tout cas, sur cette notion de souveraineté alimentaire et de souveraineté
technologique, on va dire. Comment vous voyez avec vos services dans cette notion aussi de transition agroécologique? Par rapport, sur la question, je préfère rebondir sur les propos de Gaël. C'est vrai que l'enjeu d'Occitanium, c'est que ce cadre sécurisant pour les données qui est en train de se mettre en place, on puisse dans Occitanium en bénéficier, de façon à ce que les agriculteurs en confiance acceptent de partager leurs données et co-innover. Sur la dimension souveraineté alimentaire, c'est les deux enjeux d'Occitanium à l'échelle de l'Occitanie. Donc, c'est bien d'être dans une logique de transformation de l'agriculture, donc on l'a dit avec l'agroécologie, permettre aussi aux agriculteurs de retrouver du revenu. On est une des régions où les agriculteurs sont les moins rémunérés par rapport à leur métier, et puis aussi recréer un lien entre agriculture et société, donc arrêter l'agribashing et voilà, et voir la contribution des agriculteurs à l'alimentation, à la création des paysages, enfin, il y a les autres aménités qui peuvent apporter. Et sur la dimension alimentaire, on est dans une région où la région s'est positionnée comme un acteur fort de la reterritorialisation de l'alimentation. Donc, en fait, la logique de travail aussi sur notamment l'Open Lab alimentation de proximité, c'est de profiter de la convergence de l'enjeu sociétal de on veut une alimentation saine et durable et locale pour que eux aussi puissent valoriser leurs produits à l'échelle de l'Occitanie. En Occitanie, on a de la chance de pouvoir être autonome en alimentation avec les fruits et les légumes à l'est et la viande plus à l'ouest ou dans les montagnes, quoi, plus les céréales. Donc, la souveraineté, elle est aussi un petit peu à l'échelle de la région Occitanie. Super, effectivement, cette notion de diversité aussi, on a parlé des filières, on parle de diversité à l'échelle d'une région, mais en effet, à l'échelle de la France, on a cette chance, en tout cas, d'être dans un pays qui peut produire pas mal de choses différentes avec toutes les différentes formes d'agriculture. Avant de passer à la session de questions-réponses, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques questions dans le chat, Edita, toi, sur cette notion aussi de accompagner autant sur les parties effectivement de souveraineté, de données, etc. Sur ces différentes filières, vous accompagnez quelle typologie d'agriculteurs? Comment vous voyez aussi peut-être l'avenir? Comment vous avez commencé avec quelle typologie d'exploitation? Parce qu'il y a différentes tailles, il y a différents modes. Comment est-ce que vous voyez les choses en tout cas et pourquoi c'est important pour vous? Donc, nous, chez Alvi, notre produit IGO, aujourd'hui, se focalise notamment sur des grandes cultures et sur des légumes. Comme on est là pour optimisation de pulvérisation, on a lancé avec ce secteur parce qu'on a vu qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui, notamment avec des certifications type HVE qui sont, on peut dire, plus faciles à gagner sur la partie optimisation des phytos sur la vigne ou sur les fruits, qui sont beaucoup plus difficiles sur les grandes cultures, où il y a des grands enjeux de transition dans les années à venir. Et aussi, c'est aussi une agriculture qui prend, on peut dire, beaucoup de place et qui est cruciale, on peut dire, pour cette souveraineté alimentaire et pour la nourrition, et aussi qui est une partie importante de la France. Dans les années à venir, on va aller aussi sur la vigne et sur des fruits, parce qu'on voit aussi des enjeux sur comment mieux traiter, comment mieux utiliser les phytos. Il y a aussi beaucoup des enjeux autour le biocontrôle. Et la deuxième partie des questions, c'était quoi, Lila? Désolée. Je pense que tu as répondu en même temps, du coup, c'était vraiment... En même temps. Ouais. Merci, Edita. Je vais peut-être aussi rajouter que nous, on accompagne à la fois des agriculteurs, donc comme je disais, qui sont au cœur des transitions. Je pense que tous les intervenants aujourd'hui sont d'accord avec ça et nous avons répété ça plusieurs fois, mais on aussi collabore avec des coopératives et négociations agricoles. Parce que notamment sur le marché français, c'est quelqu'un qui a un rôle indispensable dans la transition écologique. Il y a toutes les stratégies des filières HVE, des cahiers de charges spécifiques pour des producteurs agroalimentaires. Donc, on les engage dans le champ des valeurs
parce qu'on les voit comme des partenaires indispensables, qui est très proche des agriculteurs, et qui peut les accompagner sur cette partie, on peut dire, utilisation des outils innovants, transition écologique, et aussi, on peut dire, gagner des certifications type HVE, qui aident les agriculteurs à mieux valoriser la production et qui vont probablement le valoriser encore plus avec l'arrivée des nouveaux PAC, des systèmes de subventions européennes pour la prochaine période. On parle beaucoup des associations des HVE avec des subventions agroécologiques. Donc, on voit que ce sera plus en plus important d'être aligné avec ce nouveau type de certification qui arrive pour que la production est bien valorisée, bien vendue et aussi qu'on peut gagner des subventions supplémentaires pour alimenter cette transition écologique. Eh bien, je pense que tu fais tout à fait lien avec une des questions qui était posée dans le chat, qui posait justement cette question de pensez-vous que la PAC aide à développer une agtech durable? Je ne sais pas si Cécile ou Gaëlle, vous voulez intervenir sur cette question. Moi, je suis un peu court là-dessus. Moi aussi, là. C'est dans l'air du temps, donc je pense que la PAC ne va pas à l'encontre d'une agriculture durable. Mais je ne suis pas du tout je pense à même de répondre spécifiquement sur le sujet de la PAC. Là. Pas de souci, je pense qu'effectivement, Edita avait peut-être un peu introduit. Enfin, sur mon avis, en tout cas, sur cette question, je pense que la PAC est indissociable de développer, en tout cas, cette agtech durable. Maintenant, ces notions de durabilité, que ce soit en agriculture, mais dans tous les domaines, à l'échelle française et européenne, elles sont inévitables. Et en plus, ils incitent effectivement par le biais d'aide ou d'autres choses. Alors, ouais, j'avais un petit souci sur mon ordi, c'est bon. Par le biais d'aide ou quoi, à aller dans le sens de ces pratiques. Donc, je pense que cette PAC va aider justement à développer cette durabilité en venant soutenir toutes ces innovations et en venant en tout cas inciter par des aides les agriculteurs à passer à différents types d'innovations parce qu'ils suivent en tout cas tout ce qui se passe à l'échelle de la ferme. Donc, pour répondre à la question, moi, je dirais que oui, ça va aider à développer cette architecture. Si je peux rajouter, Lila. Oui. Moi, j'ai travaillé dans le passé, avant de partir dans le monde des startups, j'ai travaillé dans les réglementations européennes. Je faisais beaucoup des études pour la Commission européenne, sur la réglementation, stimulation des marchés, etc. Et moi, je pense que généralement, quand des personnes à Bruxelles, européennes, pensent une policy, il y a des très bonnes intentions, mais finalement, l'impact positif, ça dépend vraiment comment on réussit de créer des liens avec des personnes qui sont sur le champ. Donc, ça veut dire que la PAC, ça peut aider si c'est bien fait et si c'est bien ajusté pour chaque région et pour les enjeux de chaque région. Donc, ça veut dire si on bien connecte un peu cette approche des hôtes, on voit des stratégies, des policiers, etc. Et on vraiment collecte avec des besoins qui sont en bas, avec des pratiques quotidiennes, avec des outils qui existent sur le marché. Donc, je pense que pour moi, pour la prochaine PAC, il y a toujours beaucoup de questions qui ne sont pas répondues sur des outils pratiques, etc., qui vont être introduits. Donc, je pense que le potentiel, c'est là, mais ça dépend finalement comment ça va se réaliser en pratique. Oui, effectivement, cette connexion qu'il pourrait y avoir entre un peu les donneurs d'ordre qui imposent ces nouvelles réglementations et concrètement sur le terrain, une fois qu'on a les bottes dans les champs, comment est-ce que j'applique vraiment cette réglementation pour que ce ne soit pas juste vécu comme une contrainte de la part des agriculteurs en tout cas. Tout à fait. Je vois qu'il y avait une autre question. Est-ce que cette agtech durable s'exporte bien? Alors, Edita, je pense que toi, vous n'êtes pas encore à l'international. J'ai cru comprendre que AgData Hub non plus. Est-ce que vous avez un retour sur cette notion d'exportation de l'agtech, en tout cas à votre échelle? Alors, nous, au niveau d'AgData Hub, on travaille avec des partenaires européens dans les initiatives Gaia-X. On fait partie du groupe de travail Agriculture France, qui est présidé par Jean-Marc Bournigal et qui travaille avec des partenaires européens, essentiellement Benelux. On travaille beaucoup avec l'Allemagne, les Belges, les Hollandais sur ces problématiques de data space européens. Et la France n'est pas en retard. Voilà. Mais on occupe aussi, on échange beaucoup avec nos partenaires européens. Si je peux rajouter, nous, on n'est pas trop présente à l'étranger, mais on a quelques utilisateurs en République tchèque. Donc, pour la partie export, moi, je disais, ça dépend où. Comme Gaëlle a mentionné, on voit des montres
pour les technologies de durabilité dans des pays d'Europe d'Ouest, notamment aux Pays-Bas, Angleterre, Allemagne. On voit des enjeux qui sont pareils en Espagne. L'Europe de l'Est, l'Europe centrale, on n'est pas encore là sur la durabilité. Donc, il y a quelques agriculteurs qui sont intéressés, mais pas beaucoup. Ça va arriver dans quelques années. Mais par exemple, cette année, on a gagné un concours de Huawei sur l'innovation verte. Et on a vu beaucoup d'intérêt de la part de Chine, où ils voient que la transition écologique, c'est quelque chose d'indispensable pour l'agriculture là-bas. Et on va participer dans un voyage des affaires à Chine l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a certaines régions où, qu'est-ce qu'on développe en France, il y a un vrai intérêt, mais après, il y a d'autres marchés comme République tchèque ou Pologne où ça va arriver dans les années à venir, mais on n'est pas encore là. Pour faire une remarque là-dessus, même si je n'ai pas d'avis d'expert, si les solutions mobilisant le numérique pour la transition incluent des parties, des briques qui sont des modèles, il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est une activité qui est liée à des conditions particulières de sol, de climat, de taille d'exploitation, et que en fait, exporter, ça doit vouloir dire aussi customiser les solutions à chaque fois. Et donc ça, c'est un effort de développement qui est pas tout à fait dans le modèle start-up ni dans le modèle industriel. Donc là, il y a des choses à inventer pour permettre ce passage dans d'autres conditions de milieu. En effet, c'est hyper pertinent. Je pense, je sais qu'à Ara Technologies, on accompagne pas mal de startups qui à un moment se posent cette question effectivement de s'exporter à l'international et qui font parfois en plus des freins classiques de toute startup qui s'exporte, juridiques, etc. Il y a ces freins aussi de conditions de milieux qui sont très différentes. Une exploitation dans le nord de la France, une exploitation aux États-Unis, en Afrique, au Canada, en Chine, ça va avoir parfois rien à voir du tout. Donc parfois la solution répondra pas non plus aux mêmes besoins. Et on revient aussi à cette notion de problématique des agriculteurs. Un agriculteur et les conditions environnementales à l'autre bout du monde vont pas appeler les mêmes solutions. Donc effectivement, je pense que pour cette notion d'exportation, ça s'exporte, mais en adaptant, et c'est pas forcément évident. Je vois qu'il y a Benoît qui nous a rejoint. Je vais peut-être finir, je pense qu'on nous reste encore 2 minutes. Il y avait une question encore qu'on peut prendre. Si je lis, certains pure players du numérique abordent le secteur agricole from farm to fork. Peu importe s'ils s'adressent à des producteurs, transformateurs, distributeurs, que pensez-vous de cette démarche? Je ne sais pas si ça parle à certains, cette question. From farm to fork, c'est la from farm to fork, c'est la non, c'est from farm. Il y a aussi une politique européenne qui est autour de cette. Oui, oui, c'est de la ferme à la fourchette. C'est plutôt ça. Mais après, moi, ce que je pourrais dire sans répondre à la question, c'est qu'en fait, la complexité de l'agriculture numérique, c'est qu'il faut avoir beaucoup de connaissances métiers. C'est pour ça qu'on est ingénieur agro d'abord. Et qu'il faut allier ces connaissances métiers à des connaissances mathématiques pour faire les algorithmes et faire de la prévision. Et du coup, il faut beaucoup d'expertise, c'est assez complexe pour travailler dans l'agriculture numérique. Alors, sans doute dans les autres métiers aussi, mais l'agriculture, de par la diversité des filières, diversité des métiers, voilà, il faut beaucoup de connaissances métiers. Et sur les connaissances métiers, il faut apporter des connaissances mathématiques, des experts mathématiques pour créer des algorithmes et après transmettre à l'informaticien qui va faire l'outil et que du coup, en fait, ces pure players informatiques, ils doivent avoir des experts métiers pour comprendre le secteur agricole s'ils veulent percer, entre guillemets, dans le secteur agricole. Voilà. Je pense que le secteur agricole, pour des acteurs numériques, il y a des pros et des cons dans le secteur. Je pense que les agriculteurs, comme des clients, comme quelqu'un qui recevra des solutions numériques, le pro, c'est que c'est quelqu'un qui est assez en fait, quand ils commencent à utiliser quelque chose de nouveau, ils ne vont pas arrêter.
quand ils vous font confiance, ils utilisent la solution et ils ne partent pas parce qu'ils voient la valeur. Par contre, ça prend plus de temps que dans les autres secteurs de gagner la confiance. Et comme Gaëlle a dit, il faut prouver qu'on comprend le métier et on a une connaissance à la fois digitale, mais aussi on comprend leur travail quotidien et la science agronomique. Donc, on est sur du temps long. Une campagne agricole, c'est 1 an. Oui, c'est ça. Pas, voilà, les essais, c'est sur une campagne et sur un cycle de culture. Ouais, donc, voilà. Il y a des cycles qui sont moins de chance. Donc, pour essayer. On va être coupé. Voilà. Bon, merci pour cette très belle table ronde passionnante. Juste un petit mot pour dire que nous commençons dans 10 minutes à 15h30 la prochaine table ronde sur le sujet les cleantech accélératrices de la construction low carbone, toujours sur la plateforme Limite. En tout cas, merci pour cette très belle table ronde et ces échanges passionnants sur les enjeux où on voit au nombre de questions qui ont été posées suscite beaucoup de remarques et de questions. À bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir.